Bonjour Monia, Bonjour merci Alice. pour cette deuxième partie de notre podcast. Est-ce que tu pourrais encore une fois te présenter à nous brièvement? Alors, Monia, je m'appelle Monia, j'ai 53 ans. Je suis coach, home organizer et j'accompagne essentiellement les femmes, mais pas que, qui sont épuisées en surcharge émotionnelle et mentale, à vraiment alléger leur quotidien, leur environnement, leur esprit et leur environnement physique au travers du coaching et du home organizing. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le lien entre la santé mentale, donc le bien-être quelque part, et le rangement, l'espace de vie? Alors, il faut savoir que souvent, ben, on est épuisé parce que on a trop. On est vraiment aujourd'hui dans un monde où on est sollicité de toutes parts. Trop d'informations, trop d'injonctions, la surconsommation. Et c'est quelque chose qui est insidieux parce qu'on s'en rend pas vraiment compte et qui à force, on est épuisé et on ne sait pas pourquoi et on va chercher encore à rajouter. Or, la solution ici, c'est vraiment d'éliminer et de se recentrer. Tout ça, c'est épuisant. Donc, on se retrouve dans des émotions d'impuissance, de culpabilité, de colère, de frustration, parce que tout parle de ça, c'est pas terminé, ça, j'ai pris de décision dessus, ça, c'est traîne, et c'est hyper frustrant. Et donc, du coup, ces émotions-là ne sont pas porteuses, donc on est en hypervigilance, on est en contrôle, et ça a un impact évidemment sur notre santé. Plutôt que d'être dans la joie, la sérénité, l'enthousiasme, la détermination, et pouvoir être dans la création. Et le cerveau, comme on sait, on est soit dans l'un, soit dans l'autre, on ne peut pas être dans les deux en même temps. Ok, donc si j'ai bien compris, les pièces de notre logement nous donnent vraiment pas mal d'informations, nous apportent des informations par rapport à nos états émotionnels. Tout à fait. C'est ça? Et notre état aussi physique, parce que la plupart des personnes qui viennent me voir, elles se disent, ah ben moi je suis épuisée, je veux dire, tout m'épuise. Donc déjà, on n'est pas dans l'énergie et c'est aller récupérer cette énergie au travers de se dire, OK, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui est trop? Et à partir du moment où on enlève, ben, on libère toute cette énergie qui est bloquée un peu partout. Et alors, là, je viens un peu d'y penser, mais une personne alors que tu rencontres et qui te dit, bah, écoute, Monia, je suis une personne désordonnée. Toi, Mhm. qu'est-ce que tu en penses de cette idée d'être désordonnée? Est-ce que vraiment c'est possible de se retrouver dans ce désordre, que le désordre nous crée en fait un espèce de confort? Est-ce qu'il y a forcément quelque chose qui se passe de l'ordre émotionnel où une personne peut vraiment se sentir très bien dans son désordre? Donc, mais si elle se sent très bien dans son désordre, déjà, elle ne vient pas me voir. Mhm. Donc, Effectivement. donc voilà. Donc généralement, si les personnes qui sont désordonnées et qui viennent me voir, c'est que ça pose un problème et qu'à un moment, on s'y retrouve plus. Ok, donc c'est jamais toi qui vas dire à la personne que tu considères son logement, son espace comme Non, étant en jamais, désordre. parce que d'abord, je m'adresse à mes clientes qui font, parce que c'est ce constat de ah, je vais pas bien, il y a quelque chose, parce qu'on ne peut pas aider une personne qui ne prend pas conscience qu'il y a un problème, parce que c'est le point de départ de l'accompagnement, en fait. C'est vraiment cette prise de responsabilité, et là arrive l'aide, l'accompagnement. Donc, il n'y a pas de jugement tant que les personnes sont dans leur désordre et qui sont bien, c'est OK. Mais c'est à partir du moment où bah, ça pose un problème. Alors, est-ce qu'on peut avancer dans le désordre? Bien sûr que oui, mais c'est comme si, mais malheureusement, ça va être compliqué à long terme et c'est comme si on avance avec malgré tout un frein à main. Mais avancer, on peut avancer, oui. Mais c'est apporter vraiment, et des fois, à force de tirer, ça épuise, on n'a plus d'énergie et puis on se crache. Voilà, et c'est ces personnes-là que moi j'accompagne. Qu'est-ce qui se passe exactement quand tu rencontres, par exemple, cette cliente qui te demande de l'aide? Comment est-ce que tu procèdes exactement? Alors d'abord, on va faire une anamnèse, on va analyser la situation, essayer de voir où est-ce que ça bloque. Donc la première chose, c'est vraiment poser des questions et avoir une vision claire de la situation. Où est-ce que cette personne perd son énergie? Qu'est-ce qui se passe? Et sous forme des questions. Et à partir de là, on va commencer à mettre en place un plan d'action pour régler euh, c'est-à-dire ajuster, parce qu'il y a du bon, il y a ce qui bloque, et comprendre pourquoi aussi. C'est ça que je dis qu'il faut vraiment comprendre.
vraiment pourquoi. Et alors aussi remettre les choses, ce qui est souvent très important et très épuisant, c'est que il y a remettre les choses dans l'espace-temps. Je m'explique, c'est-à-dire que euh, on est dans le présent pour le futur et on n'est plus dans le passé et dans les anciennes versions de soi. Et donc tout ce qui rappelle et qui est donc dans tout ce qu'on garde est au cas où, Mhm. hein, au cas où quoi, et la réponse à au cas où quoi, au cas où je manque. Mais le manque, ça fait appel aux peurs. Donc c'est aller voir qu'est-ce qui fait que peur, et plutôt être dans la gratitude et se dire, OK, je suis ici et maintenant avec ce qui me correspond, et le au cas où, eh bien, j'ai la confiance que le problème, c'est-à-dire que j'aurai les ressources nécessaires à ce moment-là pour avoir ce dont j'ai besoin à ce moment-là. Ok. Donc ça, c'est une première étape. Et puis, qu'en est-il? Tu vas dans le logement de la personne, il y a vraiment Alors, ça peut être en fonction des personnes parce que, évidemment, il y a des personnes qui veulent s'en sortir, mais ils sont trop dans des émotions de honte, Mhm. Bien de sûr. honte, de culpabilité, donc, et ils n'ont pas envie, dans un premier temps, qu'une personne entre dans leur environnement. Donc, c'est assez touchy et paradoxal en même temps. Et à ce moment-là, on peut faire un en ligne, c'est-à-dire qu'on fait un plan d'action et se dire, OK, et là, c'est plutôt soit un room tour de visuel ou bien je pose plus de questions et on fait ça un peu différemment jusqu'à ce que la personne se sente suffisamment à l'aise que pour, ou faire venir plus tard, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais pas comme ça. Donc il faut déjà déblayer un petit peu. Et donc Bien j'aide sûr, déjà dans oui. cette étape-là. Et chacun a son rythme, chacun comment il se sent. Évidemment, ça va plus vite quand j'accompagne directement sur place, mais de toute façon, le but, c'est d'y arriver, quelle que soit la voie, et il faut s'adapter aux besoins de la personne qui vient me voir. Et il y a des personnes qui arrivent après, juste en sachant que elles sont accompagnées à se mettre en route et à faire les choses par elles-mêmes. Ouais. Et alors, est-ce que tu considères chaque pièce d'un logement de la même manière? Ou est-ce qu'il y a des pièces qui sont quand même un peu plus sensibles, comme, supposons, bah, la chambre à coucher, etc. Est-ce que ce sont des espaces un peu plus vulnérables? Alors oui, c'est-à-dire que ce qui peuvent être plus source, je dirais, d'épuisement, c'est-à-dire que si on a une chambre encombrée dans laquelle c'est très difficile de se reposer, ben oui, c'est problématique. Alors là où généralement les deux, euh, il y a essentiellement l'encombrement se trouve énormément dans le textile, dans tout ce qui est Ok. Mhm. les vêtements, les vieilles choses qu'on a héritées, et on ne sait même pas pourquoi elles sont là. Voilà, et euh, et alors les espaces comme par exemple la cuisine qui n'est pas organisée de manière à ce que ben, ça soit fluide, ça soit rapide, que les choses. J'ai un exemple ici concret d'une personne chez qui j'avais été faire et j'avais accompagné, aidé à remettre de l'ordre. Et on est dans la cuisine et à un moment, juste, donc on doit vider tous les tiroirs pour essayer de remettre, parce que le but du home organizing, c'est le moins d'efforts possible. C'est les objets qui sont à notre service et pas le contraire. Donc moi, je vais pas commencer à chercher dans toute ma maison et à courir dans tous les sens pour des objets sur lesquels j'ai dépensé de l'argent, mais qui sont censés être à mon service et c'est moi qui dépense encore de l'énergie. Donc voilà, et c'est cette fuite énergétique-là qu'on essaye de mettre dans l'ordre. Et donc je reviens à l'exemple de cette dame qui, je suis dans la cuisine, et là je me rends compte qu'elle a un petit espace qui est sur le côté. Les assiettes euh, qu'on dresse pour tous les jours, elles sont à l'autre bout de la pièce. Et par contre, juste en dessous des tacs, donc les tiroirs juste en dessous des tiroirs de rangement, eh bien là on a la pharmacie. Donc, et puis, en posant la question, mais tiens, pourquoi? Ah, je ne sais pas. Euh, Aucune réponse. Aucune idée. Non. Et comme j'ai une autre personne, et c'était un exemple très flagrant, bon, il y en a plein, mais ici, qui, elle, se sentait pas à sa place et avait et au moment de ranger, elle voulait un espace pour elle, pour pouvoir respirer, eh bien, on se rend compte qu'une partie de ses affaires sont quasi près de la porte dans le hall d'entrée.
Et puis je lui dis: «Bon OK», mais elle se mettait pas, donc finalement elle arrivait à créer le fait de ne pas être à sa place. Alors il y a la partie donc de vêtements pour, les événements qui étaient au-dessus, mais tous les jours, on était près de la porte et elle avait ce problème-là dans son couple. Elle avait réussi à créer et à matérialiser ce mal-être dans la matière, dans, son environnement. Et ça t'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui, ont un achat compulsif, par exemple? Ou on va dire, peut-être un comportement de l'ordre un peu pathologique ou nerveux, très anxieux? Non, alors, non, pas vraiment et alors, quand on voit par exemple que parce qu'il y a des maladies derrière, Mmh. beh, ça par contre, on ne touche pas. On renvoie à, OK. enfin, on est formé à ça et si c'est, comme par exemple j'ai oublié maintenant il y a vraiment des gens qui ont des syndromes et ça, voilà. Des TOC et Ça cetera. c'est Ouais. plutôt des TOC et ça, on renvoie vers des spécialistes, Mmh. heu donc non, ça de toute façon, ça rentre pas dans ma clientèle et je suis pas à même à les accompagner. Et tu t'es déjà, fait contacter par une personne, un proche par exemple, d'une future cliente ou, d'une personne qui t'explique: «Bah, écoutez, par exemple, voilà, j'ai un parent qui, collectionne énormément d'affaires, il y a vraiment un trop plein dans la maison, au point où on ne sait même plus marcher, Mmh. convenablement ou enfin, Tout chaque à fait. pièce est encombrée, le garage est encombré, Mmh les mh. chambres et cetera». Ça t'est déjà arrivé de rencontrer des personnes, Tout à fait. des proches? Tout à fait. Donc j'avais une amie qui avait fait appel à moi pour sa maman et elle m'a dit: «Oui, parce que c'est pas possible» et la première chose que je lui ai demandé, c'est: «Est-ce qu'elle est d'accord?» Mmh. Parce que sinon ça ne va pas aller et là, on va avoir de nouveau l'effet rebond. Donc on va dépenser énormément d'énergie Bien sûr. et en moins de 2 semaines, elle peut me recréer exactement enfin 2 semaines, j'exagère, mais parce qu'on va faire sortir, parce que le but, c'est de faire sortir des objets, mais ça s'accumule tout aussi vite et donc il faut vraiment que la personne, soit prête à faire cet exercice et soit accompagnée. Donc la maman en question n'était pas très prête. Donc on a fait un petit compromis, donc juste, quelque chose parce qu'elle en était vraiment mal et elle n'avait pas envie et donc sa fille était frustrée, mais ça ne sert à rien. Et sur base de ton expertise par rapport à ces personnes-là, qu'est-ce qui fait qu'elles collectionnent énormément d'objets dans leur maison? Alors, il y a énormément il y a beaucoup d'émotionnel, hein, derrière, des gens qui ont beaucoup de peur, par exemple, peur de manquer, parce que ça peut être du transgénérationnel, ça peut être, avoir vécu des situations dans la vie extrêmement difficiles où on a manqué et donc c'est toutes des histoires et chaque histoire est personnelle, mais il y a un historique, et c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut voir comme ça, en surface. Et Il y a de la c'est souffrance aussi, et heu, donc bon, en répondant, tu vas un peu revenir sur ce que tu as dit, mais comment est-ce que tu accompagnes du coup ce processus de finalement, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à un processus de deuil, c'est accepter d'avancer en même temps, beh, l'incertitude, la certitude, c'est de se dire: «Beh, je me laisse en fait aller avec mes émotions et j'accepte de faire avec». Mais c'est tellement elle difficile parce qu'elle voit ça comme un détachement finalement, bah, un détachement, mais après il y a ce qui prend souvent le dessus, c'est le ras-le-bol, le mal-être permanent, qu'à un moment, on a envie de s'en sortir. Alors oui, est-ce que ça va être facile tout le temps? Non, pas nécessairement, mais c'est sortir de cette, frustration où on est entre ce que je veux et la situation et ces gens-là, à un moment, ils en ont vraiment, marre, donc ça se fait. Malgré la difficulté parfois. Alors des fois, c'est très simple, hein, il y a des accompagnements que j'ai eus, où c'était, super fluide parce que, voilà, il n'y avait pas, des choses douloureuses ou des émotions fortes derrière. Mais, qu'est-ce qui fait que, ben, on y arrive? C'est qu'après le chaos, le mal-être, ben, c'est on a envie d'en finir. et alors est-ce que tu vois des améliorations dans la vie de ces personnes? Est-ce qu'il y a des clients qui reviennent vers toi pour témoigner en fait, de l'impact que tu as eu dans leur vie? Ouais, alors ça, c'est la partie vraiment magique et là, je reviens, par exemple, Mmh. donc il y a le livre de Marie Kondo, et au début, je comprenais pas pourquoi, ça s'appelle «La magie du rendement» parce que c'est magique et l'avantage de ce type d'accompagnement, c'est que c'est concret et c'est
tellement rapide en termes de transformation. Voilà, moi j'ai une cliente que j'avais accompagnée qui était célibataire et qui voulait rencontrer quelqu'un. Donc quand je suis rentrée chez elle, je suis: «La personne, elle se met trop où?» Donc parce qu'il y avait pas de place. On a fait ça, il a pas fallu elle était célibataire depuis, plus de 6 7 ans. Il a fallu 3 mois. Mais non. 3 mois avec, en plus de ça, le sentiment de légèreté, de récupérer de l'énergie. Tu es devenue, elle me dit: «C'est comme si on enlève un poids». Mais Elle dit: «Je oui. sais pas d'où, mais c'est une légèreté qui est venue s'installer». C'était juste incroyable. J'en ai une autre aussi, qui voulait également rencontrer quelqu'un et puis après finalement on se rend compte que, bah, on a gardé l'album de l'ex, parce qu'on avait fait des fiançailles, il était dans l'histoire. Mais énergétiquement, ça prend de la place et ça a une signification. Il n'y a rien qui est anodin. Et ça, il faut en prendre conscience. Et suite à ça, bah, les choses se sont mises en place. Et Ça laisse de la place finalement dans notre espace enfin, tout à mental, fait. même si on peut se convaincre, être convaincu qu'on est prête à passer à autre chose dans une relation. C'est Et vrai que là, garder après, une ça boîte, raconte, mais oui, bien voilà. sûr. Et donc, on ne peut pas avancer, être aligné dans un environnement ou dans un espace qui raconte le chaos, qui raconte le passé. C'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est comme je dis, avec beaucoup d'énergie, avec un frein à main. C'est vrai. Et ça, allez, je veux dire, les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Alors, ce que j'ai vu énormément aussi, c'est des transformations, des changements, des reconversions professionnelles. Parce que il y avait une personne qui, elle, on a découvert après, elle ne le savait pas, mais c'était une forme de, entre guillemets, sabotage. J'aime pas parler de sabotage parce que c'est des mécanismes de protection qui sont mis en place et c'était la peur de la réussite. Et donc, on avait créé un chaos pour éviter d'aller vraiment euh, travailler sur les rêves, en fait. Et là, il y avait toujours des bonnes excuses. Ah, mais j'ai ci, et j'ai ça, et j'ai les enfants. Et voilà. Et on crée un environnement qui, finalement, nous maintient euh, ben, loin de nos rêves, de nos visions, de nos aspirations. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a des peurs, peur de réussir, peur d'être visible. Qu'est-ce que tu penses d'un aménagement qui a d'abord, enfin d'ailleurs il y a quelques années était vraiment assez populaire, on va dire le rangement minimaliste. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le minimalisme, je ne suis pas minimaliste, je ne suis pas nécessairement voilà, c'est très bien pour les gens qui s'y retrouvent. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là, parce que tous les excès, pour moi, c'est pas nécessairement, mais ça, c'est mon propre avis. Bon, tout, c'est vraiment d'arriver à l'harmonie, au juste, en fait. Juste ce qui nous convient, mais ça peut aller jusque-là, mais c'est pas nécessaire. Ok. Et à l'échelle individuelle, qu'est-ce que tu nous conseillerais alors de faire de notre quotidien? C'est-à-dire que par exemple en rentrant, je peux commencer à regarder ce qui compose ma chambre par exemple et essayer de faire le tri par rapport à certaines choses. Quel conseil est-ce que tu me donnerais en Alors moi, fait? je dirais commencer petit, parce que c'est vraiment les tout petits pas, c'est-à-dire rentrer chez soi et aller voir déjà dans, par exemple, la chambre. Tiens, ok, tiens, j'ai ça, mais pour quelle raison en fait? Est-ce que ça correspond encore à la personne que je suis? J'ai un vêtement qui traîne dans mon placard, qui est Mhm. trop petit. Bah, je m'en débarrasse. Est-ce que je l'utilise? Oui, non. Sinon, bah, je m'en débarrasse. Et c'est pas au cas où je perdrais 5 kilos, parce que de nouveau, ce au cas où Mhm. je perdrais 5 kilos, bah, chaque fois que je vais regarder inconsciemment, eh bien, avoir une frustration. Et de nouveau, c'est le au cas où, eh bien, au cas où, eh bien, j'aurai toutes les ressources. Et il y a tellement de belles choses que, euh, que je pourrais me trouver, et même mieux. Et je suis alignée à qui je suis à chaque fois. Donc, tous les objets qu'on n'utilise pas. Et alors, moi, je donne un petit conseil aussi, parce que des fois, on se dit, par exemple, si on prend la garde-robe, ah, mais tiens, ça, peut-être. Donc, on n'arrive pas à poser une décision claire. Eh bien, le peut-être, on le met sur un cintre qu'on retourne et on lui accorde un sursis de 6 mois. Si dans les 6 mois, un an, je ne s'y pas retrouvé, c'est que le peut-être, il est mort. Donc, et c'est vraiment aussi aller voir toutes les choses que je n'ai pas touchées depuis un certain temps. Est-ce qu'elles me sont encore utiles?
comme tu disais, j'ai l'impression que quand on tombe sur une boîte ou des bijoux ou peu importe, le souvenir en fait que ça nous évoque, je me dis est-ce qu'il faut qu'on ait cette brutalité envers nous-mêmes finalement ou cette rationalité en se disant ben je jette un objet et puis ben j'avance et ça va avoir un impact sur moi ou il faut d'abord travailler sur l'impact que cet objet a su- Alors, moi ici, je trouve que, et c'est ce que généralement je dis, donc un objet, c'est un moment, ben, il a apporté quelque chose. Et s'il n'est plus utile dans le quotidien, ben, l'émotion qu'il est censé nous avoir apportée, on l'a eue. C'est au travers de ça que j'ai vécu une émotion de joie. Je me rends compte qu'aujourd'hui, il ne me sert plus, mais tout ce que je devais retirer de cet objet, je l'ai déjà. Et il est ancré en moi. C'est dur, c'est dur. Parce que je me dis, moi, je m'imagine être à la place d'une personne ou même voilà, un peu le cliché des parents qui conservent tellement de choses dans le garage, etc. Et je me dis, c'est vrai qu'il y a cette C'est idée qu'il y a cette cette trace, mais nostalgie, mais c'est vraiment de retrouver les objets, ça va toujours être un véhicule, mais pour nous apporter une émotion. Mais une fois qu'on a vécu cette émotion, l'objet, il n'a plus vraiment de raison d'être. Et si, alors si on continue à l'utiliser, oui, mais si c'est juste pour dormir, c'est endommagé et on peut aussi en faire profiter d'autres personnes et c'est faire vrai. tourner l'énergie, en fait, plutôt que se dire, OK, ça c'est simplement, parce que quand après on pose la question, OK, mais pourquoi? Ben, c'est parce que je suis nostalgique, parce que j'ai peur et parce que je donne une signification à cette histoire-là et que peut-être que si je me débarrasse du petit bracelet que j'ai reçu de ma grand-mère à l'époque, mais que je n'aime plus, eh bien, c'est comme si je vais me sentir mal, il y aura de la culpabilité. Et donc, cette émotion, cette culpabilité qu'on va aller travailler, cette peur, ça va dire de moi, mais ça va raconter une histoire de moi, je ne suis pas une bonne personne. Mais non, c'est l'histoire qu'on se raconte. Et après, c'est les liens qu'on fait. Et tout ça, ce sont des croyances. Puis comme tu as dit, en fait, c'est très beau d'ailleurs. Il y a d'autres manières de conserver ces Tout à émotions-là, ces fait. souvenirs. On peut très bien les écrire, Tout à en fait. faire des journaux, enfin, qui peuvent enfin, éventuellement. Exactement. Mais c'est intéressant de voir que c'est vraiment l'objet qu'on possède et qui finit quelque part, comme on dit, par nous posséder, par ces Exactement. Tout à pensées fait. qu'on lui a accordées, cette Exactement. place émotionnelle. C'est ouais. Et alors, les objets, effectivement, nous possèdent. Et c'est très marrant de voir ça chez des personnes qui ont comme valeur très haute la liberté. Par exemple, j'ai pas mal de personnes qui disent, ah, moi, la liberté, ça, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Je dis, ah ouais. Et finalement, ils sont esclaves de leurs biens. J'ai en quoi c'est quand même incroyable. Esclave de ses émotions, finalement, Pardon? esclave de ses émotions, de Esclave ses de ses souvenirs. émotions, esclave des objets, parce qu'on est au service de toujours entretenir, parce Mhm. que finalement, plus on a, plus on met de l'énergie, plus on doit entretenir, et Et est-ce que tu nous recommanderais de faire ce tri accompagné? Est-ce que c'est toujours mieux d'être c'est toujours accompagné? mieux, c'est plus rapide, on gagne du Oui, temps. c'est vrai. Et alors aussi, parce que même moi, des fois, je me retrouve mais non. Ah, mais finalement, peut-être que je remettrai. Et c'est pas, tandis que si vous avez une personne à côté de vous, c'est oui ou c'est non. C'est, est-ce que et qui va creuser, poser des questions jusqu'à avoir une réponse. Et on n'a plus quelque chose qui est en suspens. Parce que c'est tout ce qu'on accumule aussi sur lequel on n'arrive pas à prendre des décisions. C'est des choses qui sont pending et qui font partie de nous. C'est toutes des doutes, des décisions qui ne sont pas prises et ça va aussi discipliner. Et en faisant ces exercices-là, eh bien, la vie va devenir beaucoup plus simple dans tous les domaines au niveau de la prise de décision. Parce que je sais exactement qui je suis. C'est oui, c'est non, j'avance, ça correspond pas. Et une des premières personnes avec qui j'avais fait cet exercice quand je me suis lancée aussi, c'est chez ma sœur, mais c'est une transformation parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, je le vois, mais c'est radical. Elle est devenue, elle sait, au niveau de son identité, ça s'est Mhm. clarifié et directement, elle ne se laisse plus tenter par des choses futiles qui ne lui correspondent pas, de partir en pilote automatique pour essayer au travers des objets de compenser des frustrations, du stress en se posant plusieurs questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, ça correspond. Est-ce que j'ai la place? Non, parce que sinon, on peut tout accumuler. Et elle, c'est vraiment devenu une discipline et ce n'est plus jamais revenu.
Et est-ce qu'il y a quand même certains souvenirs qu'on peut garder, imaginons les dessins de nos enfants, ou enfin, il y a des souvenirs qui ne posent pas problème. Donc toi, tu parles vraiment du fait que de garder certaines choses qui nous empêchent d'avancer, de nous Alors, construire une identité oui et et puis autres. après, ça peut être, ça peut être tout à partir du moment où on a une explication, Ok. et que ce n'est pas juste, par des émotions qui, heu, c'est parce que j'ai peur et voir un peu au niveau des questionnements, qu'est-ce qui fait que alors oui, un dessin d'un enfant, OK, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir aujourd'hui, ce dessin physiquement? Est-ce que je peux pas prendre juste une photo que je peux développer et qui prendra moins de place? C'est aussi des questions, heu, que, heu, que je me pose. Et alors aussi, est-ce que j'ai besoin de garder tous les dessins de mes enfants? Parce que là, ça devient aussi, problématique. C'est Est-ce vrai. que voilà, après j'en garde un ou 2 ceux qui me font le plus et qui me procurent le plus d'émotions. Mhm. Et le reste aussi, on peut écrire. Il y a 36 000 façons et c'est pas juste garder, c'est vraiment de réfléchir, Ouais. de Réorganiser et finalement en fait. réorganiser, réfléchir. Et alors, si j'ai 5 enfants, si je dois garder, c'est à garder tous leurs dessins Bien depuis le sûr. début. Là, on n'est pas. Et puis, en plus, après, ça prend la poussière, on oublie Oui. On réouvre et pas finalement on les ouvre aussi. pas, Puis on parfois sait les enfants plus. veulent même pas les Non, récupérer. exactement. Ça arrive très souvent. Ça arrive souvent. Mais j'ai gardé ça pour toi. Mais non, mais moi, je Ouais, t'ai c'est rien ça. demandé. Et Exactement. alors, les enfants compris, non, non, je ne prends pas cet héritage. C'est Voilà. ça. C'est. Et donc, par exemple, donc là, je m'appuie un peu sur la famille parce que je me dis, il peut y avoir certains désaccords par rapport aux questions de rangement. Si on vit avec un parent qui conserve beaucoup et on a beau essayer de lui expliquer, et ça fait des années qu'il conserve et qu'il rachète, qu'il conserve et qu'il rachète, etc. Et tu as dit qu'il fallait que la personne soit d'accord, mais est-ce que c'est une solution de faire un rangement, un grand tri quand la personne n'est pas là? Donc j'imagine un peu l'enfant Non, sans le parent. C'est non. une mauvaise idée? C'est une mauvaise idée. Ouais. Mais par contre, parce qu'on est responsable d'abord que de soi-même, après, on peut, évidemment, et ça j'ai déjà vu, avoir des espaces super rangés dans c'est-à-dire la chambre Mhm. de l'enfant, et le reste des pièces, ben, c'est un peu plus chaotique, on va dire, ou voilà, c'est désencombré. Maintenant, par expérience, ce que j'ai vu également, c'était un couple aussi, donc monsieur ne voulait rien savoir et madame avait décidé de remettre tout en ordre et elle avait cette problématique: «Oui, mais il veut pas». J'ai dit: On commence par soi». Donc j'ai dit: «Quelles sont les pièces qui sont importantes pour toi, qui t'appartiennent et dans lesquelles toi tu vas déjà récupérer, de l'énergie parce que quand tu y vas y aller, ben, tu vas te sentir sereine et tu as ton petit espace». Eh bien, on a commencé, tout a commencé à vraiment super bien tourner. Elle était super contente. Et il n'a pas fallu un mois pour que, évidemment, monsieur s'y mette. Oh. Ouais. Parce qu'il a vu les bienfaits et qu'il s'est dit, ben non. Et ça commençait à tellement, ça jurait Mhm. qu'il s'est dit non. Parce que là, justement, il dit, mais c'est moi la personne. Ça mettait tellement les choses en évidence qu'il n'a pas supporté. Et donc, il s'est aligné. Ok, donc On commence supposons. par soi-même et souvent ça Ok, suit. donc supposons c'est cet enfant qui vit avec son parent. Donc il peut commencer par sa chambre à lui, éventuellement la bibliothèque ou autre. Et les pièces communes, alors, est-ce que. Ben, les pièces communes, ben, en tout cas, on a déjà avancé Oui. pour soi. Maintenant, on ne sait pas tout maîtriser, on sait aller juste. Et après, bah, de toute façon, c'est se dire qu'on vivait dans le chaos partout, et maintenant, on a déjà amélioré une partie, et la partie qui nous concerne. Voilà. Super intéressant, d'accord. Et donc ici maintenant, si tu avais un conseil à nous donner pour terminer ce podcast par rapport à l'importance en fait du rangement, l'importance de la pièce, l'importance d'être un peu au clair avec notre espace, là où on vit, où on dort, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour finir ce podcast? Ben, d'y aller. Ben, déjà, moi, je pense que le premier indicateur, c'est comment je me sens. Parce que ça part de là. C'est-à-dire, est-ce que quand je rentre, je me sens bien? Est-ce que mon environnement me supporte, enfin, me, me soutient, on va dire. Est-ce que, ou quand je rentre, je ne sais pas pour quelle raison,
je me sens vidée, épuisée, avec des appels partout. Ah, j'ai encore faire ci, j'ai encore faire ça. Donc, c'est déjà sentir, parce que ça commence par là, et se dire après, qu'est-ce que je peux améliorer? Comment est-ce que je peux me sentir mieux? Et c'est fou parce que on a ça. La dernière fois que j'étais en vacances, et je suppose que ça a parlé à beaucoup de gens, dès qu'on rentre dans une chambre d'hôtel, on se dit oh, les vacances, on peut souffler. Et souvent, qu'est-ce qu'on se rend compte que quoi? Ben, il n'y a rien qui traîne en fait. Et c'est une invitation au repos. C'est vrai. Parce que quand il y a trop d'objets, quand la Trop pièce et, est... et on a ça dans des chambres d'hôtel, on arrive en vacances, on pose la valise, ah, c'est comme si je peux poser ma valise. Et alors, je me dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Et c'est souvent des envies. Tout, il y a bah, tout est bien rangé, la chambre, elle est prête à ce qu'on puisse se reposer et elle va être à notre service pendant 2 semaines. Et donc, finalement, c'est de se dire, pourquoi est-ce que je pourrais pas être en vacances chez moi? C'est ça, exactement. En recréant C'est vrai que ces mêmes environnements. les bienfaits que ça a, enfin, j'en suis témoin également. À un moment, j'étais vraiment tombée extrêmement malade. Et en fait, j'avais cette amie qui était passée, qui m'avait dit, mais Alix, c'est vrai que tu es malade, mais regarde l'état de ta chambre. Enfin, si tu ranges pas, si tu te lèves pas, si t'agis pas, tu vas rester comme ça pendant des jours. Et au début, je le croyais pas, etc. Et puis en fait, j'ai rangé. Et c'est très bête, mais le jour même, je me suis sentie tellement mieux. J'avais l'impression Oh, d'être... Enfin, ma maladie était partie, quoi. C'est tellement... J'avais en fait sous-estimé la le pouvoir, capacité, le c'est pouvoir dingue. du Et rangement, la quoi. transformation, elle est quasi immédiate. Et c'est ça que moi, je trouve vraiment très, très C'est gai dans ce incroyable. métier. C'est que après une journée, on sort et on a déjà transformé. La personne le sent. C'est Oui, du concret. On est dans la matière. Et après ça, ce n'est plus que d'aller affiner parce qu'après, on va voir, tiens, ça, je vais découvrir vraiment qui je suis. Euh, il y a beaucoup de reconversions professionnelles aussi, parce que c'était le chaos et puis on ne savait pas. Et puis après, ça devient plus clair. c'est ça. On redécouvre des choses qui nous tenaient à cœur, mais il n'y avait pas la place pour mettre ça. Et d'ailleurs, c'est pas difficile. Moi, je dis, pour prendre cette analogie, souvent, quand une mer est agitée, qu'il y a beaucoup, ben, on ne sait pas voir le sable, le fond. C'est juste quand on dégage, quand c'est vraiment calme, qu'on peut aller vraiment à l'intérieur et, euh, et voir tout le trésor que les gens ont en eux. Et on l'a beaucoup vu aussi pendant le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Tout vrai, a oui. été mis, le calme, moins d'agitation, et donc chacun est revenu vers soi. Et tout ce qui en est ressorti, c'est juste magnifique. Oui, Là, au bien niveau sûr, de la ça fait plaisir. créativité, pour beaucoup de gens, on a fait le vide, tout s'est arrêté, et là, on peut aller voir. Donc, si tu pouvais un peu nous conseiller, tu dirais qu'au moins une fois par semaine, on devrait faire cette étape de rangement, un peu le cliché du dimanche ou du Alors, week-end bah, où... c'est-à-dire qu'après, ça devient un entretien. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à une fois par semaine, hein, parce que ça, c'est juste du mettre de l'ordre. Mhm. Mais c'est vraiment, moi, je dirais 2 fois par an, parce qu'on change, on Oui, évolue, et il faut que tout suive cette évolution. ok, oui. 2 fois par an, ben, je me repose des questions. Bon, alors, la première fois, c'est le plus gros. Après, c'est vraiment de l'entretien, mais à faire à chaque fois d'ajuster pour ne plus se retrouver dans des situations et voir qu'est-ce qui a évolué, que ce que je veux, et toujours prendre le présent pour le futur et le passé. Incroyable. Je le laisse là. Et là, il y a vraiment un alignement qui se fait et un accélérateur dans tout ce qui est le développement oui, on arrive beaucoup plus vite et oui, beaucoup plus vite à réaliser nos objectifs, à les clarifier. Enfin, c'est juste dingue, quoi. Et pour moi, c'est vraiment la base à assainir. C'est comme si je veux construire une maison, mais j'ai pas les fondations. Mhm. Donc, c'est sur des sables mouvants. Donc, on fait ça. Et après, ben, les choses se mettent facilement en place. Et on a tendance à il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux faire de ce que je fais déjà? Non, c'est-à-dire on va dégager, on va appeler et on va reprendre sur des bases saines,
et ça va aller beaucoup mieux. Une voiture qui est avec un porte-bagages super surchargé, elle roulera toujours moins vite qu'une voiture qui n'en a pas, quoi, je veux dire, voilà. Merci beaucoup en tout cas, Mais Monia, pour ce podcast. merci à toi, Alix, de m'avoir reçu dans ton podcast. Ça fut vraiment un plaisir. Et Avec grand voilà. plaisir, franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté et l'impact que tu as eu ici aujourd'hui pour ce podcast. On te retrouvera dans la description et je vous dis à bientôt.